Je l'ai regardé se lever de l'autre côté de la table, et je savais déjà ce qui allait se passer. C'était le soir de Noël et le restaurant bourdonnait de couples heureux, partageant des desserts et trinquant avec leurs verres de vin. Mais pas nous. Ma partenaire de rendez-vous galant a attrapé son sac à main, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit 5 mots qui m'ont coupé le souffle. Tu n'es pas mon type. Pas de désolé, pas d'explication. Elle est simplement partie, me laissant assis là avec 2 menus et une bougie vacillante entre 2 chaises vides. Le serveur est passé et m'a lancé un regard comme s'il avait déjà vu ça auparavant. C'était probablement le cas. J'ai sorti mon portefeuille pour payer l'eau que nous avions à peine touchée. C'était mon 4e rendez-vous arrangé cette année. Mon 4e refus. Mon collègue n'arrêtait pas de me trouver des rendez-vous. Il me disait sans cesse que je devais juste me lancer. Mais chaque fois que j'essayais, ça se terminait de la même manière. Trop ennuyeux, trop ordinaire, pas assez de succès, pas assez d'enthousiasme, tout simplement pas assez. Je travaillais dans la comptabilité d'une entreprise de taille moyenne en centre-ville. Je vivais dans un appartement correct, je payais mes factures à temps, j'avais une voiture qui démarrait presque tous les matins, je n'étais pas riche, je n'étais pas important, je n'étais pas le genre de type qui faisait tourner les têtes quand il entrait dans une pièce. J'étais juste moi-même et apparemment, cela ne valait pas la peine de rester. Je me suis levé et j'ai enfilé mon manteau. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je le boutonnais. Je sentais la honte me monter à la gorge. Les autres clients riaient aux tables voisines, passant le genre de soirée de Noël que j'aurais aimé passer. Je me dirigeais vers la sortie, les yeux baissés. Veux-tu être mon mari? La voix venait de ma gauche, claire et directe. Je me figeais, me retournais. Une femme était assise à la table juste à côté de celle où j'étais. Elle me regardait droit dans les yeux, l'air très sérieux. Je l'ai immédiatement reconnue. Julia Cole, ma voisine de l'appartement 4B. Nous nous étions croisés une douzaine de fois dans le couloir. Nous nous étions salués poliment d'un signe de table. Nous nous étions tenus la porte de l'ascenseur 1 ou 2 fois. Elle portait toujours une robe jaune et une maillette en cuir. Le genre de personne qui semblait trop occupée pour perdre son temps en bavardage. Et elle me demandait de l'épouser. Pardon, quoi? Ai-je réussi à dire. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que je venais d'entendre. Julia m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise vide en face d'elle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû supposer qu'elle plaisantait, qu'elle était ivre ou qu'elle me testait pour une raison étrange, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Elle n'avait pas l'air folle. Elle semblait fatiguée, comme si elle avait mûrement réfléchi à la question et décidé que cela avait tout son sens. Je me suis assis lentement, mon manteau encore à moitié boutonné. Je ne comprends pas, ai-je dit. J'ai entendu tout ce que Julia a dit. Elle a fait un signe de tête vers ma table vide. Ta petite amie, ce qu'elle t'a dit. Je suis assise ici depuis 20 minutes à t'écouter essayer tant bien que mal de faire la conversation pendant qu'elle vérifiait son téléphone. Une vague de chaleur m'envahit le visage. C'était déjà assez dur d'être rejeté. Mais c'était encore pire de savoir que quelqu'un avait été témoin de toute cette scène pénible. Écoute, j'apprécie ce que tu fais, mais je dois vraiment y aller. Je me levai à nouveau. Je suis sérieuse, dit Julia, sans insister, comme pour énoncer un fait. Je me rassis et observai son visage. Elle avait peut-être 35 ans, avec des cheveux bruns courts qui lui arrivaient aux épaules. Son blazer coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Tout en elle respirait la réussite et le contrôle. Vous êtes ma voisine, ai-je dit bêtement. 4B, je sais que vous êtes au 4C. Vous partez travailler à 7h15 tous les matins. Vous rentrez chez vous vers 18h30. Vous commandez des plats thaïlandais tous les vendredis soirs. J'ai cligné des yeux. Vous m'avez observé. Nous sommes voisins. J'ai remarqué des choses. Julia a croisé les mains sur la table. Et en ce moment, je remarque que vous venez d'être rejeté parce que vous êtes ordinaire, parce que vous n'êtes pas assez impressionnante. Ces mots m'ont blessé parce qu'ils étaient vrais. Où voulez-vous en venir? Je veux dire que moi aussi, je suis sans cesse rejeté, mais pour des raisons différentes. Le serveur est venu nous demander si nous voulions quelque chose. Julia a commandé du vin sans me demander ce que je voulais. Quand il est parti, elle s'est légèrement penchée en avant. Ma famille me met la pression pour que je me marie depuis 3 ans. Elle a dit, à chaque fête, à chaque dîner de famille. Ils me présentaient des hommes comme si je devais en choisir un sur un étalage. Des hommes qui ont réussi, des hommes qui ont des relations, des hommes qui ont fait les bonnes écoles
et qui ont les bons noms de famille. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Chacun d'entre eux ne voulait que deux choses, a poursuivi Julia. Mon argent ou mes relations professionnelles. J'ai créé mon cabinet de conseil à partir de rien. J'ai commencé dans ma chambre d'amis il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 employés et des clients dans 3 États, et tout le monde veut soudainement en profiter. Le serveur apporta le vin. Julia prit son verre, mais ne but pas. Je veux une vraie relation, dit-elle doucement. Pas une transaction, pas quelqu'un qui voit des dollars quand il me regarde, juste quelqu'un qui me traite comme une personne. Je connaissais ce sentiment, cette envie de quelque chose d'authentique. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. Pourquoi demandes-tu à un parfait inconnu de t'épouser? Parce que tu n'es pas un inconnu. Tu es mon voisin. Je t'observe depuis 6 mois. Tu es gentil. Tu tiens la porte à la vieille dame du 3e étage. Tu aides la mère célibataire avec 3 enfants du 2A à porter ses courses. Tu dis bonjour au personnel de l'immeuble. Elle a posé son verre et je t'ai entendu parler à ta petite amie avant qu'elle n'arrive. Tu lui as parlé de ton bénévolat au refuge pour animaux le week-end, de ton amour de la cuisine même si tu n'es pas très doué, de ta petite vie dont tu n'as pas honte. J'avais la gorge serrée. Elle est partie quand même parce que c'est une idiote, et simplement dit Julia. Mais sa perte, c'est ma chance. Je l'ai regardée fixement, essayant de comprendre si c'était réel. C'est fou, probablement, a convenu Julia. Mais je suis aussi très seul, et je suppose que vous l'êtes aussi. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'ai passé 3 ans seul. 3 ans depuis la fin de ma dernière relation sérieuse. 3 ans de rendez-vous ratés, de week-ends tranquilles et de questions sur le fait que j'étais peut-être le problème. Vous ne me connaissez pas, ai-je dit. Alors, remédions à cela. Julia a dit, donne-moi ton numéro. Allons prendre un café ce week-end. Voyons si cette idée folle pourrait réellement fonctionner. Mes mains tremblaient sous la table. Cette femme avait du succès, était sûre d'elle, probablement bien au-dessus de mon niveau. Et elle était assise là, me demandant d'envisager de l'épouser. Je dois y réfléchir. J'ai dit, c'est juste. Julia a sorti son téléphone. Mais pendant que tu y réfléchis, pense à ça. Tu es rejeté parce que tu es ordinaire. Je suis rejeté parce que j'ai trop de succès. Peut-être sommes-nous exactement ce dont l'autre a besoin. Elle a fait glisser son téléphone sur la table, ouvert sur un écran de nouveaux contacts. Je l'ai regardé longuement. Puis je l'ai pris et j'ai tapé mon numéro. Quand je l'ai repoussé, Julia a souri. C'était le premier vrai sourire que je lui voyais. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Un café ce week-end, sans pression, juste 2 voisins qui discutent. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Ai-je demandé une fois de plus. Julia s'est levée et a enfilé son manteau. Il était long et semblait coûteux, le genre de choses que je ne pourrais jamais m'offrir. Elle m'a regardé et pendant 1 seconde, j'ai vu quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Parce que j'en ai assez d'être seule, a-t-elle répondu. Et je pense que toi aussi. Elle a laissé de l'argent sur la table, bien plus que le prix de son vin, et s'est dirigée vers la sortie. Je suis resté assis là, les yeux rivés sur mon téléphone. Un SMS est arrivé immédiatement. C'est Julia. Appelle-moi quand tu seras prêt. J'ai regardé autour de moi dans le restaurant. Il y avait des couples partout, profitant de leur soirée de Noël. Mon rendez-vous galant était parti depuis longtemps. Mais assis là, tenant mon téléphone avec le numéro de Julia, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, quelque chose était sur le point de changer. Je n'ai pas appelé pendant 3 jours. Chaque fois que je prenais mon téléphone, je fixais le contact de Julia, puis je le reposais. C'était fou. On ne demandait pas en mariage ses voisins dans un restaurant. Ce genre de choses n'arrivait pas dans la vraie vie. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. Le nom de Julia s'est affiché à l'écran. J'ai failli ne pas répondre. Tu te prends trop la tête, m'a-t-elle dit quand j'ai finalement décroché. Pas de halo, pas de bavardage. J'étais assise sur mon canapé dans le noir. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle de la télévision qui diffusait une émission que je ne regardais pas. Comment le sais-tu? Ai-je demandé. Parce que j'ai fait la même chose, a admis Julia. J'ai failli supprimer ton numéro 2 fois. C'est fou, ai-je répété. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Peut-être, mais rester seul pour toujours est tout aussi fou. Elle a marqué une pause.
Écoute, je ne te demande pas de m'épouser demain. Je te demande juste de prendre un café avec moi samedi. C'est tout, juste un café. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement vide. Le silence me semblait plus pesant que d'habitude. Juste un café. Juste un café. 10 heures du matin. Il y a cet endroit sur la 4e rue. Celui avec l'auvent bleu. Je connaissais cet endroit. J'étais passé devant des centaines de fois. Mais je n'y étais jamais entré. D'accord, me suis-je entendu dire. Samedi. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté assis là, me demandant à quoi je venais de consentir. Le samedi matin est arrivé trop vite. J'ai changé 3 fois de chemise, essayant de trouver quelque chose qui ne soit pas trop décontracté, mais qui ne donne pas non plus l'impression que j'en faisais trop. J'ai opté pour une chemise boutonnée, un jean et des chaussures propres. J'avais l'air correct. Pas impressionnant, mais correct. Le café était bondé quand je suis arrivé. J'ai immédiatement repéré Julia. Elle était assise à une table dans un coin, vêtue d'un jean et d'un pull vert foncé. Elle avait l'air différente, plus douce en quelque sorte, moins comme la femme d'affaires raffinée que j'avais croisée dans le couloir et plus comme une personne normale. Tu es venu, m'a-t-elle dit lorsque je me suis assis. Tu semblais assez sûr que je viendrais. Je ne l'étais pas. Julia m'a tendu le menu. Je t'ai commandé un café noir. Je t'ai vu en boire presque tous les matins, mais prends ce que tu veux. Le fait qu'elle ait remarqué quel type de café je buvais me semblait étrange, comme si elle m'avait observé plus attentivement que je ne l'avais réalisé. Nous avons commandé. Le serveur est parti. Le silence s'est installé entre nous. Alors, ai-je fini par dire. Alors, a répété Julia. Puis elle a ri, ce qui m'a surpris. C'est bizarre, n'est-ce pas? Très bizarre. Bien. Je suis contente que nous soyons d'accord là-dessus. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse. Je recommence. Je m'appelle Julia. Je suis votre voisine. Je dirige une société de conseil en technologie qui m'occupe environ 90 heures par semaine. Je n'ai pas eu de véritable conversation avec quelqu'un en dehors du travail depuis environ 6 mois, et je pense que nous pourrions nous aider mutuellement. J'ai pris une inspiration. Bonjour, je suis votre voisine, celle que vous semblez harceler. Elle a souri. C'est juste. Parlez-moi de vous. Les vraies choses, pas la version CV. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de mon travail, qui était ennuyeux mais stable. Je lui ai dit que je voulais être architecte quand j'étais plus jeune, mais que j'avais fini par me rabattre sur la comptabilité parce que c'était plus pratique. Je lui ai parlé de mon petit appartement et de ma vie tranquille, et du fait que la plupart de mes journées se ressemblaient. De mon bénévolat au refuge pour animaux, car au moins les chiens se moquaient que je ne sois pas impressionnante. Julia a écouté chaque mot. Elle a vraiment écouté. Pas comme les gens qui hochent poliment la tête en attendant leur tour pour parler. Elle était réellement attentive. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant un moment. Vous avez dit que vous vous êtes contenté, a-t-elle dit. De la comptabilité? Oui, il fallait être réaliste. Je déteste ce mot, a dit Julia. Réaliste. C'est ce que les gens disent quand ils renoncent à ce qu'ils veulent vraiment, dit la femme qui dirige sa propre entreprise. Je ne l'ai pas toujours fait. Julia a posé sa tasse. J'ai travaillé dans le conseil aux entreprises pendant 8 ans. J'ai détesté chaque seconde. Mon patron était horrible. Les horaires étaient brutaux, mais c'était réaliste, c'était stable. Puis un jour, j'ai réalisé que j'avais 30 ans et que j'étais complètement malheureuse. Alors j'ai démissionné, comme ça, juste comme ça. J'ai créé ma propre entreprise dans ma chambre d'amis. J'ai vécu de ramen et de café instantané pendant 2 ans. J'ai travaillé 100 heures par semaine. J'ai failli faire faillite 3 fois. Elle a souri. Mais j'étais heureuse, vraiment heureuse. J'ai essayé d'imaginer avoir ce genre de courage. Ma famille pensait que j'étais folle. Julia a continué. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Ils voulaient que j'épouse un cadre supérieur et que je mène une vie agréable et sûre. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose moi-même. Et maintenant que c'est une réussite, tout le monde veut en profiter. C'est pour cela que vos fiançailles ont pris fin. J'ai posé la question, puis je l'ai immédiatement regretté. Désolé, c'est trop personnel. Non, ça va. L'expression de Julia a changé. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre si nous voulons que cela fonctionne, même en tant qu'amis. Elle a pris une inspiration. Mes fiançailles ont pris fin parce que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est un problème médical. Je l'ai découvert à 28 ans. Mon fiancé a dit qu'il voulait une vraie famille.
Il a annulé le mariage 2 mois avant la date prévue. La colère a envahi ma poitrine. C'est horrible. C'est comme ça. La voix de Julia est devenue monotone. Mais c'est aussi la réalité. La plupart des hommes veulent des enfants ou disent qu'ils s'en moquent, mais ils finissent par changer d'avis ou leur famille le fait. J'ai vécu cela suffisamment de fois pour en voir le schéma. Nous sommes restés assis en silence. Le café était animé autour de nous. Les gens riaient, discutaient, vivaient leur vie normale. Pourquoi veux-tu vraiment faire cela? J'ai posé la question du mariage. Julia m'a regardé droit dans les yeux, parce que je suis fatigué d'être jugé pour quelque chose que je ne peux pas contrôler. Fatigué que les hommes regardent mon compte en banque avant de me regarder moi. Fatigué d'aller seul aux dîners de famille pendant que ma mère fait des commentaires sur mon horloge biologique. Fatigué de prétendre que je ne veux pas quelqu'un à qui rentrer à la maison. Elle a fait une pause. Et parce que quand je t'ai vu assise là après le départ de ton rendez-vous, tu avais exactement l'air que j'ai tous les jours. Comme si tu n'étais pas assez bien. Comme si tu allais toujours être trop ou pas assez, mais jamais juste ce qu'il faut. La vérité m'a coupé le souffle. Oui, j'ai réussi. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Alors peut-être qu'on devrait arrêter d'essayer d'être assez bien pour les autres, a dit Julia, et voir si on est assez bien l'une pour l'autre. Nous sommes restés dans ce café pendant 3 heures. Nous avons parlé de tout. Julia m'a raconté comment elle avait monté son entreprise, ses journées de 18 heures et la terreur de payer les salaires les premières années, les clients qui essayaient de profiter d'elle parce qu'elle était jeune et femme, comment elle avait finalement réussi à percer et à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Je lui ai parlé de ma dernière relation, du fait qu'elle m'avait quitté parce que je n'étais pas assez ambitieux, de ma famille qui vivait à 3 étages de là et m'appelait 2 fois par an, du sentiment d'être invisible la plupart du temps, comme si je faisais des choses machinalement, sans rien qui me corresponde. Quand nous sommes finalement partis, les clientes du déjeuner commençaient à arriver. Nous sommes restés debout sur le trottoir. Julia m'a alors demandé, « À la même heure la semaine prochaine? » « Oui, ai-je répondu, avec plaisir. » Elle a souri, a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. « Et pour ce que ça vaut, je ne pense pas que tu sois d'ordinaire. Je pense que tu es honnête, et c'est assez rare. » Elle est partie avant que je puisse répondre. Je suis rentré chez moi à pied, en prenant le chemin le plus long, la tête pleine de tout ce dont nous avions parlé. C'était toujours fou, mais peut-être que la folie valait mieux que la solitude. Au cours des 2 mois suivants, nous avons trouvé notre rythme. Café tous les samedis matins. Puis le café s'est transformé en déjeuner. Le déjeuner s'est transformé en dîner. Avant même que je m'en rende compte, nous passions la plupart de nos week-ends ensemble. Julia m'a fait découvrir son univers. Elle m'a emmené dans des galeries d'art où les tableaux coûtaient plus cher que mon salaire annuel, dans des restaurants où je ne pouvais prononcer la moitié des plats au menu, à des événements caritatifs où tout le monde portait des smokings et des robes de soirée. Au début, je me sentais déplacé, mais Julia ne m'a jamais fait sentir inférieur. Elle me tenait la main et me présentait fièrement, comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Je lui ai aussi montré mon univers. Nous avons fait du bénévolat ensemble dans un refuge pour animaux. Elle est tombée amoureuse d'un vieux Golden Retriever nommé Murphy, qui était là depuis des mois. Le dimanche matin, nous faisions des randonnées en dehors de la ville. Nous cuisinions ensemble dans ma petite cuisine, préparant des plats désastreux qui nous faisaient rire pendant que nous commandions des pizzas. Un soir, après 3 mois de relation, nous étions assis sur mon canapé à regarder un film qui ne nous intéressait ni l'un ni l'autre. Julia avait posé sa tête sur mon épaule. Ce moment était à la fois parfait et terrifiant. « Mes parents veulent te rencontrer », m'a-t-elle dit doucement. J'ai eu l'estomac noué. Je redoutais cette conversation. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée? » Il me pose des questions sur toi depuis des semaines. Je ne peux plus éviter le sujet. Je me suis redressé, la forçant à bouger. « Julia, je ne suis pas prêt pour ça. Quand seras-tu prêt? » Je ne sais pas. Jamais. Je passais mes mains dans mes cheveux. « Tu m'as parlé de ta famille. Ils vont me détester. Ils ne vont pas te détester. S'ils le feront. Je suis exactement le genre de type avec lequel ils ne veulent pas te voir. Je suis ordinaire. Je ne suis pas de leur monde. Je n'ai ni relation, ni argent, ni rien d'impressionnant. » Le visage de Julia s'assombrit. « C'est vraiment ce que tu penses? C'est la vérité?
Non, ce n'est pas vrai. Elle se leva et se mit à faire les 100 pas dans mon petit salon. Tu es gentil, tu es sincère, tu me fais rire, tu me permets d'être moi-même. C'est ce qui compte, pas pour des gens comme tes parents. Tu ne les connais même pas, j'en sais assez. Tu m'as raconté des histoires, les hommes avec lesquels ils ont essayé de te marier, la façon dont ils jugent tout le monde. Je vais entrer là-dedans et ils vont me percer à jour. Voir quoi? Que tu es quelqu'un de bien, que je ne suis pas assez bien pour leur fille. Julia cessa de faire les 100 pas. Tu penses que tu n'es pas assez bien pour moi? La question resta en suspens. Je n'ai pas répondu. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, dit Julia doucement. Tu ne penses pas mériter ça? Mériter notre couple. Je suis juste réaliste. Encore ce mot. Elle attrapa sa veste. Je dois y aller. Julia, attends. Non, je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas continuer à me battre contre toi là-dessus. Soit tu crois que nous avons quelque chose de réel, soit tu n'y crois pas. Soit tu me fais confiance, soit tu ne me fais pas confiance. Elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle et je suis resté assis là, dans le silence, me demandant si je venais de tout gâcher. La semaine suivante, nous nous sommes à peine parlé. Quelques SMS ici et là. Court, poli, rien à voir avec avant. Puis, mardi après-midi, j'ai reçu un SMS de sa part. Dîner chez mes parents vendredi. Ils veulent te rencontrer. J'ai regardé le message pendant 10 minutes avant de répondre. Tu es sûr? Ils me le demandent depuis longtemps. Je leur ai parlé de toi. Je ne peux pas continuer à repousser ça. Je voulais dire non. Je voulais trouver une excuse, mais j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit. Soit je lui faisais confiance, soit je ne lui faisais pas confiance. Soit j'étais partant, soit je ne l'étais pas. D'accord, je lui ai répondu. À quelle heure? Ce vendredi-là, j'ai changé 4 fois de chemise avant de choisir une chemise boutonnée qui me semblait à la fois trop formelle et pas assez formelle. Julia est venue me chercher à 18h01. Elle était magnifique dans sa robe bleu marine, mais elle serrait le volant trop fort. Sois toi-même, m'a-t-elle dit pendant que nous roulions. Ils vont t'adorer. Je voulais la croire, mais mes mains n'arrêtaient pas de trembler. La maison est apparue derrière de hauts portails en fer qui s'ouvraient automatiquement. L'allée serpentait à travers des jardins qui semblaient nécessiter du personnel à plein temps. La maison elle-même était imposante, toute en pierre et en fenêtres, avec des colonnes encadrant l'entrée. « Tu as grandi ici? » ai-je demandé. Julia a acquiescé. « Je sais. C'est impressionnant. » Impressionnant était un euphémisme. Nous nous sommes garés et avons marché jusqu'à la porte d'entrée. Une femme en robe noire l'a ouverte avant que nous ayons pu frapper. « Mademoiselle Cole, a-t-elle dit en inclinant légèrement la tête. Vos parents sont dans le salon. » Le salon? Pas le séjour, le salon. Tout à l'intérieur respirait l'argent. Des lustres dans le cristal étaient suspendus à des plafonds si hauts qu'ils auraient pu contenir tout mon appartement. Des tableaux dans des cadres dorés recouvraient les murs. Les meubles semblaient sortir tout droit d'un musée. La mère de Julia se tenait près de la cheminée, grande et mince, portant des perles et une robe qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Son père était assis dans un fauteuil en cuir, des lunettes de lecture perchées sur le nez, un journal à la main. « Maman, papa, dit Julia, voici mon petit ami. C'est l'homme dont je vous ai parlé. » Le sourire de sa mère n'atteignait pas ses yeux. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin. » Elle tendit la main comme si elle s'attendait à ce que je la baise. Je la serrai à la place. Sa poignée de main était froide. Son père plia son journal et se leva. Sa poignée de main était ferme, presque écrasante, comme s'il me testait. « Bienvenue, dit-il. » Ce mot ne semblait pas du tout accueillant. Nous nous sommes installés dans la salle à manger. La table pouvait accueillir 20 personnes, car les couverts étaient disposés à une extrémité. Il y avait des assiettes raffinées et plus de fourchettes que je ne savais quoi faire. Je me suis assis avec précaution, en essayant de ne rien toucher. Une femme a apporté le premier plat, une soupe dans un bol peu profond. J'ai regardé Julia prendre la cuillère extérieure et j'ai fait comme elle. Son père a alors dit « Julia nous a dit que vous travaillez dans la comptabilité. »« Oui, monsieur, chez Morrison & Associates. »« Morrison, répéta-t-il, c'est une petite entreprise, n'est-ce pas? De taille moyenne, environ 50 employés. » Il hocha lentement la tête. « Et depuis combien de temps y travaillez-vous? » « 6 ans, au même poste. » La question me semblait être un piège. J'ai été promu comptable senior il y a 3 ans. « Je vois.
Il ne semblait pas impressionné. La mère de Julia se pencha légèrement en avant. Et votre famille, que font-ils? Mon père travaillait dans le bâtiment. Il est à la retraite maintenant. Ma mère était enseignante. C'est charmant, dit-elle d'un ton qui signifiait tout le contraire. Dans le public. Oui, madame, l'enseignement est un travail tellement important. Elle but une gorgée de vin, même si j'imagine que le salaire était plutôt modeste. Je sentais mon visage s'empourprer. Il se débrouillait bien. Il s'assurait que je ne manquais de rien. Bien sûr, elle posa son verre. Et l'université? Où avez-vous étudié? À l'université d'État, j'y ai obtenu mon diplôme de comptabilité. Une université publique. Son père l'a dit comme s'il diagnostiquait une maladie. Il n'y a rien de mal à fréquenter une université publique, bien sûr. C'est très pratique. Le deuxième plat est arrivé. Une sorte de poisson que je ne reconnaissais pas. Je l'ai coupé avec précaution, hyper conscient de chacun de mes mouvements. Julia m'a dit que tu vivais dans l'immeuble à côté du sien, a dit sa mère. C'est un bel immeuble. Il est confortable, bien situé. Vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire. Son père a fait un bruit dans sa gorge. À votre âge, vous devriez envisager d'acheter, de constituer un patrimoine, de faire des investissements. J'y ai pensé. Le marché est assez concurrentiel en ce moment. Tout est concurrentiel, a-t-il dit. Ce n'est pas une excuse. Julia est intervenue. Le saumon est délicieux, maman. Tu as un nouveau chef? C'est le même. Il est avec nous depuis 8 ans maintenant. Sa mère reporta son attention sur moi. Avez-vous des loisirs? Des centres d'intérêt en dehors du travail? J'aime lire, faire de la randonnée quand j'en ai l'occasion. Lire, c'est merveilleux. Que lisez-vous? Principalement des romans, un peu des histoires, des romans. Elle le dit comme si j'avais avoué lire des bandes dessinées. Je préfère les biographies. Apprendre de personnes réelles qui ont accompli des choses réelles. Le repas se poursuivit ainsi. Toutes mes réponses semblaient être incorrectes. Chaque détail de ma vie était pesé et jugé insuffisant. Au quatrième plat, j'ai cessé d'essayer de me défendre. Puis son père a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Je vais être franc avec vous. Julia est notre fille unique. Elle a bâti quelque chose de remarquable avec son entreprise. Elle vient d'une bonne famille avec certaines normes et attentes. Je comprends cela, monsieur. Vraiment? Il s'est penché en arrière. Parce que de là où je suis assis, je vois un homme avec un emploi modeste, sans véritable ambition, sans relation familiale ni ressources. Je vois quelqu'un qui est clairement intimidé par le succès de ma fille. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je ne suis pas intimidé par Julia, non. Sa mère s'est jointe à lui. Alors, qu'apportez-vous exactement à cette relation? Que pouvez-vous lui offrir qu'elle n'ait pas déjà? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Julia mérite quelqu'un d'exceptionnel, a poursuivi sa mère. Quelqu'un qui soit à la hauteur de sa motivation, de son succès, de sa position dans la communauté. Elle pourrait avoir n'importe qui. Pourquoi se contenterait-elle de quelqu'un d'ordinaire? D'ordinaire? Le mot est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. Julia s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Ça suffit, tous les deux. Nous sommes juste réalistes, ma chérie, a dit son père. Vous êtes cruelle, dit Julia d'une voix tremblante. C'est un homme bien. J'en suis sûr, répondit sa mère. Mais bien ne suffit pas. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à tes côtés en tant qu'égal, pas de quelqu'un qui restera toujours dans ton ombre. Je me levai de table. Mes mains tremblaient. Je devrais partir. S'il te plaît, ne pars pas, dit Julia. Non, ils ont raison. Je me levai. Je vous remercie pour le dîner. Mais c'était une erreur. Je sortis avant que quelqu'un ne puisse m'arrêter. Derrière moi, j'entendis Julia m'appeler, mais je continuais à travers le salon, passai devant les tableaux et les cristaux, et sortis par la porte d'entrée dans l'air froid de la nuit. J'arrivai au bout de l'allée avant de réaliser que je n'avais pas ma voiture. Julia était devenue en voiture. Je suis resté là, sous le réverbère, me sentant idiot. Mon téléphone a vibré. Julia m'appelait. J'ai refusé l'appel. Il a vibré à nouveau immédiatement. Je l'ai éteint. 20 minutes plus tard, un taxi s'est arrêté et je suis rentré chez moi. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté éteint. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je fixais les murs de mon appartement. Les parents de Julia avaient raison sur tout. J'étais ordinaire. Je n'avais rien à offrir à quelqu'un comme elle. Tout cela n'était qu'un fantasme.
et j'avais été assez stupide pour croire que cela pouvait fonctionner. Le lundi, mon collègue James m'a coincé près de la machine à café. Tu as mauvaise mine, merci. Tu veux en parler? Pas vraiment. Il s'est servi un café et a attendu. Finalement, je lui ai tout raconté. Le dîner, les parents de Julia, la façon dont ils m'avaient regardé comme si j'étais une saleté collée à leurs chaussures. Quand j'ai eu fini, James est resté silencieux pendant un long moment. Alors, tu t'es enfui. Ils t'ont clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour elle. Et tu les as crus. Je n'ai pas répondu. James s'est appuyé contre le comptoir. Ma femme gagne 3 fois plus que moi. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, son père a fait la même chose. Il m'a fait me sentir tout petit. Il a remis en question tout ce qui me concernait. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis revenu la semaine suivante et je lui ai proposé d'aller pêcher. Il a dit non. Je suis revenu la semaine d'après, puis celle d'après, et ça a pris 4 mois avant qu'il finisse par accepter. Des mois. Des mois pendant lesquels il s'est comporté comme un connard avec moi. Des mois pendant lesquels j'ai prouvé que je n'irais nulle part. James a fini son café. Tu sais ce que j'ai appris? Les gens comme ça, ils ne te testent pas. Ils protègent leurs enfants. Ils ont peur. Et les gens qui ont peur disent des choses stupides. Ils ont été très clairs sur ce qu'ils pensaient de moi. Alors, prouve-leur qu'ils ont tort ou prouve-leur que tu n'as pas besoin de leur approbation. Mais fuir ne fait que leur donner raison. Il est retourné à son bureau, me laissant là. Ce soir-là, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués, des dizaines de SMS, tous de Julia. Le plus récent disait « Tu me manques. S'il te plaît, parle-moi. » Je l'ai regardé pendant 1 heure avant de répondre. « Je suis désolé. » 3 points sont immédiatement apparus, puis sa réponse. « Je peux passer? » Elle est arrivée 30 minutes plus tard. Elle avait les yeux rouges, les cheveux en bataille. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. « Tu as mauvaise mine, lui ai-je dit. Toi aussi. » Nous sommes restés debout dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas quoi dire. Je suis désolé. J'ai finalement réussi à parler de ma fuite. Julia m'a poussé pour entrer dans l'appartement. Elle a fait les 100 pas dans mon petit salon. Ils n'avaient pas le droit de te dire ces choses. Je leur ai dit que nous nous étions disputés après ton départ. Qu'ont-ils répondu? Qu'ils étaient simplement honnêtes, que je faisais une erreur, que tu me freinais. Elle a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé. Ils ont tort. Vraiment? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Julia a pris un air déçu. Tu ne penses pas vraiment ça. Je ne sais plus quoi penser. Je me suis assise sur le canapé. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. J'ai un travail modeste. Je ne suis pas ambitieux comme toi. Je ne viens pas d'une famille riche et je n'ai pas de relation. Je suis ordinaire. Arrête, c'est la vérité, Julia. Nous venons de mondes différents. Tes parents le voient. Tout le monde le verra. Elle s'est assise à côté de moi. Je me fiche de ce qu'ils voient. Je me soucie de ce que je vois. Et que vois-tu? Quelqu'un qui me fait rire. Quelqu'un qui m'écoute quand je parle de ma journée. Quelqu'un qui ne veut rien de moi, sauf ma compagnie. Elle m'a pris la main. Quelqu'un qui me fait me sentir moi-même pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas suffisant pour construire une vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu aurais pu trouver mieux, que tu t'es contenté de peu. Julia retira sa main. C'est vraiment ce que tu penses de moi, que je suis le genre de personne qui se contente de peu, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Non, je... Tu décides à ma place, comme mes parents, comme tous les hommes avec qui je suis sorti. Tu décides ce que je devrais vouloir, ce qui est de mieux pour moi sans me demander ce que je veux vraiment. Elle s'est levée. Je pensais que tu étais différent. J'essaie d'être réaliste. Non, tu es lâche. Ce mot m'a blessé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Dès que les choses se sont compliquées, tu t'es enfui. Tu ne t'es pas battu pour nous. Tu ne m'as même pas donné la chance de me battre pour nous. Tu as simplement décidé que c'était fini et tu es parti. Tes parents me détestent. Et alors? Ils n'ont pas à choisir qui j'aime. Le mot amour m'a frappé comme un coup de froid. Julia a semblé réaliser ce qu'elle venait de dire. Son visage a rougi. « Je t'aime », a-t-elle répété, plus doucement. « Je t'aime et tu jettes tout ça parce que mes parents sont snobs. Julia, m'aimes-tu? » La question restait en suspens entre nous. Je l'ai regardé, vraiment regardé, debout dans mon appartement bon marché, vêtu de ses habits coûteux, les cheveux en bataille,
les yeux rougis par les larmes. Elle avait conduit jusqu'ici au milieu de la nuit. Elle s'était disputée avec ses parents pour moi. Elle était là pour me demander de me battre. Oui, ai-je murmuré. Je t'aime, alors arrête de fuir. Arrête de décider ce que je devrais vouloir. Laisse-moi te choisir. Laisse-toi choisir. Elle s'est approchée. Je me fiche que tu sois ordinaire. Je me fiche que tu ne sois pas impressionnant sur le papier. Ce qui m'importe, c'est que tu me vois comme une personne, pas comme un trophée ou un compte en banque. Ce qui m'importe, c'est que tu me rendes heureuse. Et ta famille? Ils finiront par accepter ou pas. Mais je ne t'abandonnerai pas parce qu'ils sont coincés dans leurs propres idées sur ce à quoi ma vie devrait ressembler. Elle prit mon visage entre ses mains. S'il te plaît, ne renonce pas à nous. Je fermai les yeux. Toutes mes insécurités, tous mes doutes, toutes les voix qui me disaient que je n'étais pas assez bien hurlaient dans ma tête. Mais plus forte que tout cela, il y avait de la voix de Julia qui me disait qu'elle m'aimait. D'accord, j'ai dit, d'accord, je ne fuirai plus. Je me battrai pour nous, pour toi. Elle m'a alors embrassé, avec force et désespoir. Lorsque nous nous sommes séparés, nous pleurions tous les deux. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Je suis désolé de les avoir laissés m'influencer. Promets-moi juste que tu ne le feras plus. Je te le promets. Nous sommes restés longtemps enlacés sur ce canapé. Dehors, la ville continuait de vivre, mais dans mon petit appartement, tout semblait aller pour la première fois depuis cet horrible dîner. Le lendemain matin, Julia a pris une décision. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner à ma petite table de cuisine lorsqu'elle m'a dit « Je vais parler à mes parents. Vraiment, parle-leur cette fois-ci. Tu veux que je vienne avec toi? » Non, elle m'a serré la main. C'est quelque chose que je dois faire seul. Ils doivent comprendre que je suis sérieuse à ton sujet, à notre sujet. 3 jours plus tard, Julia a rencontré ses parents dans un restaurant chic du centre-ville. J'ai passé toute la soirée à faire les 100 pas dans mon appartement. Je ne pouvais ni manger, ni regarder la télévision. Je ne faisais que marcher et attendre. À 21 heures, mon téléphone a sonné. C'était Julia. Comment ça s'est passé? Je leur ai dit, a-t-elle répondu. Sa voix était calme, forte. Je leur ai dit que je t'aimais. Je leur ai dit qu'ils pouvaient soit l'accepter, soit ne plus jamais me revoir. Qu'ont-ils répondu? Ma mère a dit que j'étais ridicule. Mon père a dit que je gâchais ma vie. Alors je me suis levé et je suis parti. Tu es parti? Oui. Je leur ai dit qu'ils avaient une semaine pour se décider. Après ça, ma porte serait fermée pour toujours. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Ça va? Je vais mieux que ça, a répondu Julia. Je me sens libre. 6 jours ont passé. Nous n'avons aucune nouvelle de ses parents. Julia a dit qu'elle s'y était préparée. Elle s'était résignée à les perdre, mais je voyais bien que cela lui faisait mal. Elle vérifiait constamment son téléphone, même si elle faisait semblant de ne pas le faire. Le 7e jour, sa mère l'a appelée. Julia a répondu en mettant le haut-parleur pour que je puisse entendre. Nous aimerions le revoir, a dit sa mère. Sa voix était tendue, formelle. Pourquoi? A demandé Julia. Longue pause. Parce que tu es notre fille, parce que nous ne voulons pas te perdre. Ce n'était pas une excuse, ce n'était pas une acceptation, mais c'était quelque chose de bien, a dit Julia. Mais nous ferons ça à ma façon. Pas de restaurant chic, pas de dîner formel, juste un déjeuner dans un endroit normal. Et si vous lui dites un seul mot méchant, c'est fini entre nous. Vous comprenez? Nous comprenons, a répondu sa mère. Ils se sont retrouvés dans un restaurant près de mon appartement. Rien d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites. Quand je suis entré et que j'ai vu les parents de Julia assis dans un box, j'ai eu un nœud à l'estomac. Ils avaient l'air mal à l'aise. Son père portait un polo au lieu d'un costume. Sa mère portait un pantalon décontracté. On aurait dit qu'ils n'étaient jamais allés dans un restaurant auparavant. Je me suis glissé dans la banquette à côté de Julia. Elle a tendu la main sous la table et m'a serré la main. « Merci d'être venu », a dit Julia à ses parents. Sa mère a hoché la tête avec raideur. Son père s'est éclairci la gorge. Une serveuse est venue prendre notre commande. Après son départ, un silence gênant a envahi la pièce. Finalement, le père de Julia a pris la parole. « Nous vous devons des excuses », a-t-il dit en me regardant. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. « Ce que mon mari veut dire, » a ajouté sa mère, « c'est que nous avons été injustes envers vous au dîner. Nous avons fait des suppositions. Nous avons eu tort d'agir ainsi. » « D'accord, ai-je répondu.
Je ne savais pas quoi dire d'autre. Nous sommes très protecteurs envers Julia, a poursuivi son père. C'est notre unique enfant. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. Je comprends, ai-je répondu. Mais nous réalisons maintenant que ce n'est pas à nous de décider ce qui est le mieux pour elle. C'est à elle de le faire. Son père avait la mâchoire crispée, comme s'il avait du mal à prononcer ses mots. Julia est adulte. Elle s'est bâtie une carrière incroyable. Elle est intelligente et compétente. Si elle vous a choisi, alors nous devons faire confiance à son jugement. Les plats sont arrivés. Nous avons mangé lentement. La conversation est restée prudente, polie. La mère de Julia m'a posé des questions sur mon travail. Pas de manière méchante cette fois-ci. Elle semblait vraiment intéressée. Son père m'a posé des questions sur ma famille, l'endroit où j'ai grandi, ce que j'aime faire. Cela ressemblait à une vraie conversation, comme s'il faisait vraiment des efforts. Après le déjeuner, alors que nous étions debout devant le restaurant, la mère de Julia m'a touché le bras. J'espère que vous nous donnerez une autre chance, m'a-t-elle dit. Nous aimerions apprendre à vous connaître. J'aimerais beaucoup, ai-je répondu. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement améliorées. Les parents de Julia nous ont invités à dîner chez eux à plusieurs reprises. Pas des dîners formels, juste des repas normaux. Sa mère m'a montré son jardin. Son père m'a parlé de football. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, mes loisirs, ma famille. Ils n'étaient pas parfaits. Parfois, sa mère faisait des remarques qui me blessaient. Parfois, son père me regardait comme s'il était encore en train de m'évaluer, mais il faisait des efforts, de réels efforts, et c'était ce qui comptait. Un dimanche soir, après le dîner chez eux, la mère de Julia m'a pris à part pendant que Julia aidait son père à nettoyer la cuisine. Je dois te dire quelque chose, m'a-t-elle dit, et j'ai senti ma poitrine se serrer. D'accord, j'ai été cruel avec toi. Lors de ce premier dîner, j'ai dit des choses terribles que je ne pourrais jamais retirer. C'est du passé, ai-je commencé à dire. Non, laisse-moi finir. Elle m'a regardé dans les yeux. Je pensais que tu utilisais Julia. Je pensais que tu voulais son argent ou ses relations. J'ai vu trop de gens essayer de profiter d'elle au fil des ans. J'essayais de la protéger, mais je m'y suis mal prise. Je ne l'utiliserai jamais. Je sais cela maintenant. Je vois comment tu la regardes, comment tu la traites. Tu la rends heureuse, vraiment heureuse. Je ne l'avais pas vue sourire comme ça depuis des années. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle, qu'elle soit heureuse. Et tu lui donnes un punishment. Elle me rend heureux aussi, ai-je dit doucement. La mère de Julia a hoché la tête, puis, un peu maladroitement, elle m'a serré brièvement dans ses bras. Bienvenue dans la famille, m'a-t-elle murmuré. Ce soir-là, après avoir quitté la maison de ses parents, Julia était silencieuse dans la voiture. Lorsque nous sommes arrivés à mon appartement, elle s'est tournée vers moi. Viens à l'intérieur, m'a-t-elle dit. J'ai quelque chose à te demander. Mon cœur s'est mis à abattre à toute vitesse. Nous sommes entrés dans mon appartement et nous nous sommes assis sur mon canapé usé. Julia a pris une profonde inspiration. Puis elle a glissé du canapé et s'est agenouillée. J'avais le souffle coupé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réussi à poser la question que je voulais poser lors de notre première soirée au restaurant, mais je m'y suis mal pris. Elle a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent. Je t'aime. J'aime tout chez toi. Ta gentillesse, ton honnêteté, la façon dont tu me permets d'être moi-même. Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette vie avec moi? Veux-tu être mon mari? Les larmes me sont montées aux yeux. Je suis resté sans voix dans un moment. Oui. J'ai finalement réussi à répondre, la voix brisée. Oui. 1000 fois oui. Julia a ri et pleuré en même temps. Elle a sorti la bague de la boîte et l'a glissée à mon doigt. Puis je l'ai attirée vers moi sur le canapé et nous nous sommes enlacés, tremblants tous les deux. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai, ai-je murmuré. C'est vrai, a répondu Julia. Nous sommes réels et nous allons nous marier. Nous avons décidé d'organiser un petit mariage, avec seulement nos amis proches et notre famille. Julia ne voulait rien de grandiose ni de fastueux. Moi non plus. Nous voulions quelque chose d'intime qui nous ressemble. Les préparatifs ont pris 3 mois. Julia s'est occupée de la plupart des détails, car elle était plus douée pour organiser les choses. J'ai aidé là où je pouvais, en choisissant le lieu, un petit jardin en ville,
en sélectionnant le menu, en rédigeant nos vœux. Ses parents nous ont étonnamment soutenus. Sa mère a aidé à établir la liste des invités et à choisir les fleurs. Son père a proposé de tout payer, mais Julia a insisté pour que nous partagions les frais. Il faisait vraiment des efforts maintenant. Leur changement était remarquable. Mes parents sont arrivés 2 jours avant le mariage. Ils n'étaient jamais venus dans cette ville auparavant. Toutes les émerveillaient, les grands immeubles, la foule, l'énergie. Quand ils ont rencontré Julia, ma mère a pleuré. Elle est magnifique, m'a-t-elle chuchoté. Et elle te regarde comme si tu avais décroché la lune. Mon père était plus discret. Il a serré la main de Julia et lui a dit « Vous rendez mon fils heureux. C'est tout ce qui compte pour moi. » Le jour du mariage est arrivé. Tout était parfait. Non pas parce que tout s'était déroulé sans accroc, les fleurs étaient en retard et le photographe était coincé dans les embouteillages, mais parce que tout semblait juste. Je me tenais devant l'autel, regardant Julia remonter l'allée au bras de son père. Elle portait une robe blanche toute faible. Ses cheveux étaient lâchés. Elle était plus belle que je ne l'avais jamais vue. Lorsqu'elle m'a rejoint, son père a placé sa main dans la mienne. « Prends soin d'elle », m'a-t-il dit doucement. Il y avait maintenant une chaleur sincère dans sa voix. « Je le ferai, je te le promets. » Nous avons prononcé nos vœux, j'ai pleuré. Elle a pleuré. La moitié des invités ont pleuré. Quand j'ai pris la parole, je lui ai dit qu'elle m'avait sauvé cette nuit-là au restaurant, qu'elle m'avait fait croire que j'avais de la valeur, qu'elle avait changé toute ma vie. Quand elle a pris la parole, elle m'a dit que je lui avais donné quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un amour sincère qui ne demandait rien en retour, que je lui avais donné un sentiment de sécurité et l'impression d'être vu, que j'étais son foyer. Lorsque le célébrant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », j'ai serré Julia contre moi et je l'ai embrassée comme si ma vie en dépendait, car d'une certaine manière, c'était le cas. La réception était petite mais parfaite. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons mangé trop de gâteaux. Ma mère et la mère de Julia étaient assises ensemble et discutaient comme de vieilles amies. Mon père et celui de Julia ont découvert qu'ils aimaient tous les deux la pêche et ont prévu d'y aller ensemble prochainement. Tard dans la soirée, Julia m'a pris à part. Nous nous sommes tenus sur un balcon surplombant la ville. Les lumières scintillaient sous nos pieds. La musique s'échappait de l'intérieur. « Tu es heureux ?» m'a-t-elle demandé en se penchant vers moi. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été », ai-je répondu. Elle s'est tournée vers moi pour me regarder. « Tu te souviens de cette soirée au restaurant où je t'ai demandé de m'épouser? Comment pourrais-je l'oublier ?» J'étais terrifié. Je pensais que tu dirais non. Je pensais que tu me prendrais pour un fou. Je pensais que tu étais folle. J'ai avoué, elle a ri. Mais tu m'as quand même donné ton numéro. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Même avec tout ce que nous avons traversé, mes parents, les disputes, tout ça. Surtout à cause de tout ça. Je l'ai serré contre moi. Cela nous a rendus plus forts. Cela a donné un sens à tout cela. Elle a posé sa tête sur ma poitrine. Je t'aime. Je t'aimais alors, je t'aime maintenant et je t'aimerai pour toujours. Je t'aime aussi, ai-je répondu, même quand tu es insupportable, surtout quand je suis insupportable, a-t-elle corrigé avec un sourire. Nous nous sommes embrassés à nouveau, doucement et lentement. La ville bougeait autour de nous, mais nous ne l'avons pas remarqué. Nous avions tout ce dont nous avions besoin ici. 6 mois plus tard, nous avons emménagé ensemble dans une maison. Rien d'énorme, juste une petite maison dans un quartier calme avec un jardin. Nous avons adopté Murphy, le vieux Golden Retriever dont Julia était tombée amoureuse au refuge. Il était lent et grisonnant, mais il était à nous. Julia travaillait toujours de longues heures dans son entreprise. Je continuais à exercer mon métier de comptable, mais nous avons réussi à faire fonctionner notre couple. Nous dînions ensemble tous les soirs. Nous passions nos week-ends à faire de la randonnée, à cuisiner ou simplement à être ensemble. Ses parents nous rendaient visite 1 fois par mois. Mes parents venaient dès qu'ils le pouvaient. Les 2 familles s'entendaient mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Son père et mon père allaient vraiment pêcher ensemble. Ils revenaient avec des blagues terribles et sans poisson, mais ils passaient un bon moment. Un soir, 1 an après notre mariage, nous étions assis sur notre terrasse arrière. Murphy somnolait à nos pieds. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. « Tu repenses parfois à cette nuit-là » m'a demandé Julia. « Au restaurant, tout le temps, ai-je répondu. « Tu le regrettes? » Tout ça? J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé. Le doute,
la peur, le dîner pénible avec ses parents, la dispute, la réconciliation, tout. Pas une seule seconde, ai-je répondu. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, même si je t'ai demandé en mariage après t'avoir vu te faire larguer. Surtout à cause de ça. Je l'ai serré contre moi. Tu m'as vu au plus bas, et tu as quand même pensé que je valais quelque chose. Tu as vu au-delà de l'ordinaire et tu as trouvé quelque chose que tu voulais garder. Tu n'as jamais été ordinaire pour moi, a dit Julia doucement. Tu étais exactement ce dont j'avais besoin. Nous étions exactement ce dont l'autre avait besoin, ai-je répondu. Elle a souri. Oui, c'est vrai. Nous sommes restés assis là, tandis que le soleil se couchait. Deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus étrange qui soit. Deux personnes qui avaient tenté leur chance dans une aventure folle et qui avaient réussi. Deux personnes qui avaient appris que parfois, être ordinaire est déjà extraordinaire. Parfois, être soi-même est tout ce dont on a besoin. Et parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un rendez-vous arrangé qui tourne mal et une question audacieuse posée dans un restaurant à Noël.